Alors bonsoir à tous. Euh, Bonsoir. Bonsoir Jana. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Madame Jana Chalupkova, qui est une ancienne diplomate tchèque et aussi ex-consul à l'ambassade de la République tchèque au Maroc, où elle a servi de 2018 à 2019, n'est-ce pas Jana? Oui, oui, oui. Durant sa mission au Maroc, Jana a été témoin de faits assez troublants liés à un réseau marocain de trafic d'êtres humains et elle est avec nous aujourd'hui pour partager son témoignage. Jana, bienvenue et merci pour accepter mon invitation. Merci aussi pour m'inviter et bonne soirée. Alors nous commençons. Euh, Ma première question est la suivante. Jana, peux-tu nous parler de ta carrière diplomatique et de la manière dont tu es devenue consul de la République tchèque au Maroc? Oui, j'ai travaillé à partir de 1993 avec le ministère des Affaires étrangères tchèque et je travaillais aussi dans les ambassades tchèques à l'étranger, par exemple en Thaïlande, aux Philippines, Corée du Sud, au Brésil et le dernier, c'était le Maroc. Je suis arrivée à Rabat en octobre 2018 et je travaillais là-bas jusqu'en décembre 2019. J'ai travaillé toute ma vie honnêtement. J'ai essayé de faire mon mieux pour une bonne représentation de la République tchèque et aussi de l'Union européenne quand on est devenu le membre. J'ai reçu aussi plusieurs décorations, surtout pendant mon séjour en Corée du Sud. Et j'ai étudié beaucoup de langues. J'ai essayé de travailler toujours sur mon profil pour faire mon travail le mieux pour mon pays, pour les citoyens tchèques, pour nous tous. Jana, tu as une facette d'écrivain aussi, je crois. Tu as publié un livre ou deux. Oui, Je moi, me... j'ai publié jusqu'à aujourd'hui 11 livres. J'ai fait surtout les livres sur les pays où je travaillais. J'ai écrivé des histoires de voyage, aussi des histoires un peu l'amour, et j'ai essayé de présenter les traditions du pays, la vie des gens, la vie des femmes, ou je faisais aussi des livres de photos avec un collègue qui est un diplomate slovène, l'ancien ambassadeur slovène à Prague, M. Prelovček, qui a fait aussi avec moi des expositions de photos au Maroc. Donc, moi, j'aime beaucoup écrire. J'ai publié peut-être plus que 500 articles aussi jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est mon hobby, comme on dit. Et Oui, j'aime bien écrire. les livres sont publiés en anglais, Jana? Non, tous Quelle sont langue? publiés en tchèque et il y a un qui a été traduit en anglais. C'est une petite histoire, un peu comme une histoire pour les enfants, qui est sur Taïwan. C'est une histoire d'une fille qui travaille, qui voyage à Taïwan et elle visite le pays, l'île. C'est un peu l'histoire d'amour aussi. Ça, c'est en anglais, mais les autres, c'est en tchèque. Oui. Très intéressant. Ah oui, et Euh, puis, j'ai oublié, on a ouais. fait avec Monsieur Perlochek aussi un livre qui est en tchèque et en français, et c'est sur le Maroc, parce que 2019, c'était l'année des 60 ans de relations entre la Tchéquie et le Maroc. On a fait ce livre comme le symbole des bonnes relations et l'amitié entre nos deux pays. Et moitié, ce sont les photos du Maroc, et moitié, ce sont les photos de la Tchéquie, les photos de Monsieur Prelochek. Et moi, je fais le texte, je fais le dessin, tout le concept, c'était mon travail. On l'a fait comme un projet pas commercial, juste pour commémorer cette jolie année de 60 ans. Oui, Très intéressant, Jana. Ma deuxième oui. question a à voir avec la nature de ton travail en tant que consul au Maroc. Euh, Tes tâches étaient-elles centrées uniquement sur les visas ou bien il y avait aussi les relations bilatérales ou d'autres domaines inconnus? Oui, pas seulement le visa. Moi, j'étais comme la deuxième personne, on pourrait dire vice-ambassadeur. Alors, j'ai couvert beaucoup de travaux, beaucoup d'agendas, bien sûr la politique, les relations bilatérales, la coopération
avec les autres ambassades de l'Union européenne, aussi la partie culturelle, comme je mentionnais, la commémoration, par exemple, des 60 ans. Et je me suis occupée des affaires consulaires, par exemple, l'aide aux citoyens tchèques, aux touristes tchèques. Et les visas, c'était une de beaucoup de choses que je faisais à l'ambassade, oui. Multitâche. Tu Pardon? étais multitâche. Tu Oui, oui, avais oui. Oui, parce que plus. l'ambassade était un peu petite. On était juste 3 diplomates, l'ambassadeur, moi et l'attaché commercial. Donc, la deuxième Oui. personne, elle est assez occupée. Mais c'est très intéressant parce qu'on fait beaucoup de choses, des choses différentes. On travaille toujours avec des gens. Alors, c'est très sympa. J'aime beaucoup ce travail, oui. Et on apprend plus aussi. Oui. Jana, quel était le contexte politique et social aussi au Maroc pendant ton mandat là-bas? Bon, c'était juste un an, malheureusement, que j'ai passé là-bas. C'était un temps de bonnes relations avec le Maroc. Pour nous, pour la Tchéquie et aussi pour l'Union européenne, on faisait beaucoup d'activités ensemble. On a essayé d'établir des relations dans tous les domaines. Et j'ai vu le Maroc comme un pays stratégique, un partenaire stratégique pour toute l'Union européenne, très important. Et Jana, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la question de trafic d'êtres humains? Était-ce lié à tes responsabilités quotidiennes, disons, ou ce fut une découverte fortuite que vous avez Oui, fait bon, partie? oui, oui, pratiquement, ça fait une partie du travail de consul parce que le consul, c'est la personne qui décide sur les visas Schengen qui sont donnés pour les séjours courts jusqu'à 90 jours dans l'espace de Schengen. Donc, bien sûr, il y a aussi des applicants qui ne sont pas corrects, qui ne veulent pas utiliser leur visa pour de bonnes raisons. Et il faut faire attention, il faut protéger la frontière extérieure de l'Union européenne. Alors, il faut faire beaucoup de contrôle des applications. Et en même temps, il faut être objectif pour ne pas faire mal aux applicants par faute, n'est-ce pas? Donc, c'est un travail très responsable. Oui. Pardon. Quand et comment as-tu commencé à remarquer l'existence d'un réseau, disons, organisé de trafic d'êtres humains? Y a-t-il eu un événement ou un indice particulier qui a attiré ton attention? Mhm. Oui, alors normalement, les applicants, ils doivent arriver à l'ambassade eux-mêmes. Ce sont eux qui préparent les documents et ils doivent répondre les questions pendant une interview. Mais surtout à Rabat, il y avait une activité d'un groupe parce que c'était toujours une personne intermédiaire qui est venue avec les applicants. Il a aussi préparé les documents, il les a accompagnés, il les a pratiquement contrôlés. Donc ça, c'est déjà une chose qui n'est pas acceptable parce que c'est interdit d'intervenir dans le processus de visa. Chaque applicant, il doit préparer tout lui seul. Il peut, par exemple, avoir une agence de voyage qui aide avec la réservation de billets d'avion, avec l'hôtel, etc. Mais c'est juste ce type de service. Pas quelqu'un qui va faire le business avec Visa, qu'il va toucher beaucoup d'argent pour arranger le visa pour quelqu'un. En plus, pour arranger visa, par exemple, pour la Tchéquie, pour le tourisme, mais il sait qu'il va les envoyer, disons, en France pour faire autre chose, ou en Allemagne, en Italie, ça, c'est pas possible. Ça, c'est illégal, bien sûr. Et ce monsieur, tu as pu disons, l'identifier, savoir qui il est exactement, s'il travaille pour, disons, euh, une institution marocaine officielle ou un truc du genre? Mhm. Bon, il y avait plusieurs cas, mais le premier qui était le plus grave, ça c'était un monsieur qui était franco-marocain, je pourrais dire. Et c'est sûr qu'il était envoyé par quelqu'un, qu'il n'a pas travaillé juste seul. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur le réseau parce que je ne suis pas policier, j'étais juste consul. Donc j'ai décidé sur les applications et j'ai fait mon annonce. J'ai informé le ministère des Affaires étrangères et j'ai mentionné M. Prelochek, Damien Prelochek,
qui travaille avec moi sur les projets culturels. Il était pendant ce temps-là au Maroc parce qu'on a préparé ensemble son exposition des photos du château de Prague et il a aussi reçu un pellet de Palais Royal à Rabat pour ses activités. Le palais a donné un tout petit peu d'argent comme sponsor pour les activités, pour l'exposition, pour le livre. C'était une activité bilatérale. Et pendant le travail sur l'exposition, il a mentionné qu'il y a un peu une atmosphère différente à l'ambassade, qu'il ne sent plus l'appui de mon chef pour ses activités culturelles. Et là, les gens du palais ont commencé à parler sur la personne intermédiaire. Alors, grâce à lui, j'ai reçu encore plus d'informations sur les activités qui n'étaient pas correctes, pas d'accord avec la loi sur cet intermédiaire. Oui. Et quel type de preuves ou d'observations as-tu pu recueillir pour confirmer l'existence de ce réseau, Jeanne? Bon, c'est presque toujours la même histoire, on peut dire. Ce type de gens n'amènent pas les documents comme se demandait d'après le Codex Schengen, qui nous dit qu'il faut présenter, par exemple, un compte bancaire, il faut avoir un travail, il faut avoir réservation de billets d'avion, d'hôtel. Souvent, ces documents sont falsifiés et ne sont plus valides. Les gens n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de travail, pas d'éducation, ils ne savent pas lire, écrire, ils ne savent pas français, ils n'ont aucune idée sur Prague, sur la République tchèque, alors on va tout de suite, ce n'est pas un touriste pour Prague. Normalement, si on est touriste, on sait un peu où qu'on va aller, on connaît le programme, etc. Puis aussi l'activité d'une personne qui ne devrait pas intervenir, encore en plus. Et puis j'ai reçu d'autres informations, encore comme j'ai dit, par exemple de la part du Palais Royal, mais aussi d'autres autorités marocaines, parce que j'ai commencé à chercher les informations sur cette personne qui a essayé d'amener les applicants pas corrects plusieurs fois. Mais les autorités marocaines n'ont pris, disons, aucune mesure contre ce monsieur, contre cette organisation. Oui. Ça, Ok. c'était très compliqué parce que j'ai reçu les informations, on pourrait dire un peu informelles, n'est-ce pas? Parce que c'était à travers de M. Prelochek ou quelquefois aussi mes contacts, ils m'ont dit. Mais normalement, pour une activité formelle, oui, ça devrait être de la part des autorités marocaines. Malheureusement, ça, ce n'était pas réalisé. Et moi, je suis devenue victime de ce cas parce que j'ai fait l'annonce sur ces activités illégales. Ça, c'était en juin 2019. On l'a fait ensemble avec M. Prelochek et nous étions pratiquement ce qu'on appelle le whistleblower, ou moi, whistleblower, lui, la personne qui aide avec les informations pour annoncer les activités illégales. Et nous devrions être protégés. Ça, c'est déjà la loi, la directive de l'Union européenne. C'est aussi maintenant la loi en République tchèque. Et moi, je pense que c'est quelque chose de logique, même s'il n'y a pas une loi correcte. Ce que nous voulons des diplomates qui travaillent d'après la loi, qui respectent la loi. Alors, si quelqu'un le fait, il ne devrait pas être détruit. Mais ce qui s'est passé avec moi, qu'après mon annonce, j'étais envoyée de retour à Prague et j'ai pratiquement perdu mon travail. Je suis en lutte pour mon travail pendant 6 ans jusqu'à maintenant. Et depuis février 2023, je suis complètement dehors du ministère. J'ai aucun argent et j'ai beaucoup de problèmes aussi avec ma santé à cause du stress. Très injuste. C'est très injuste Oui, ce très que très vous injuste. êtes arrivé. Oui. Oui. Jana, les personnes que ce monsieur ramenait à l'ambassade étaient tous de sexe masculin, vous m'avez dit, non? Oui. Mais ça, c'est souvent comme ça, pas seulement au Maroc. Il y a beaucoup de pays qui ont des difficultés parce que malheureusement, il y a des familles pauvres où les enfants n'ont pas beaucoup de perspectives de la vie et ils cherchent un chemin, comment, par exemple, arriver en Europe
ce qui est pour eux quelque chose comme un rêve. Ils espèrent d'avoir une vie meilleure matérielle et ils sont prêts à faire n'importe quoi souvent pour recevoir ces visas et ces tickets pour l'Europe, ce qui est aussi très dangereux. Il faut toujours penser à ça. Pourquoi les visas sont importants? Parce que c'est ça ce qui donne l'entrée pour l'Europe. Et si c'est quelqu'un qui va... Oui? Non, non, rien, j'ai rien dit. Oui, oui. Allez-y, Et allez-y. si c'est quelqu'un qui va après, par exemple, euh, faire n'importe quoi, ça veut dire il peut transporter l'argent noir, il peut transporter les drogues, il peut faire les contacts avec les groupes extrémistes parce qu'il va faire quelque chose pour ce visa. C'est Oui, Jana, quelqu'un à qui a propos, arrangé ça. excuse-moi, à Oui. propos des groupes extrémistes, vous m'aviez commenté l'histoire de deux de ces messieurs qui sont passés par l'ambassade pour demander des visas et qui sont allés en Europe et qui ont été arrêtés dans le cadre d'une opération antiterroriste. Vous m'aviez Euh, commenté une histoire, je ne me souviens pas bon, très bien. Bon, non, il y avait au passé des personnes qui étaient arrêtées en Europe. Là, je n'ai pas travaillé encore à l'ambassade, donc je n'ai pas beaucoup de détails sur ça, mais ça a confirmé aussi que j'ai raison parce que c'était le même type de gens qui ont demandé le visa avec moi ou qui étaient arrêtés en Europe, oui. Et là-bas, c'est M. Prelochek qui a un peu plus de détails parce qu'il était en contact plus avec la partie marocaine. Donc, je sais que vous allez faire aussi l'interview avec lui. Je pense qu'il peut vous donner plus de détails. Mhm. Oui, oui, bien Oui. sûr. Est-ce que tu as ressenti des obstacles dans la coopération avec les autorités marocaines en raison de l'implication de ce monsieur dans ce trafic d'êtres humains? Mhm. Bon, alors, comme je mentionnais au début, ce qui était très important pour moi, qu'ils m'ont dit directement à moi ou à travers de mon collègue, M. Prelochek, les informations sur ces messieurs intermédiaires. Donc, j'avais plus d'informations, je savais qu'il faut faire attention, j'ai essayé de découvrir plus sur ces groupes, sur ces réseaux, probablement pour les autorités tchèques, pour les avertir. Ils m'ont aidé aussi avec ma propre vie. Parce que après que j'ai fait l'annonce au ministère et j'ai refusé le visa, il y avait beaucoup de revanches contre moi. Et ma vie à Rabat était très difficile, vraiment très stressante. Et le ministère a envoyé l'inspection et aussi une psychologue du ministère, Madame Pavlovska, qui aurait dû venir pour trouver une solution, mais malheureusement, c'était tout contre moi. Et les gens qui travaillaient au Palais Royal, comme vous savez qu'au Maroc, tout est bien contrôlé, tout est bien suivi pour la sécurité du pays, des citoyens, de Sa Majesté le Roi, de la famille royale, les touristes, etc. Alors, ils savaient ce qui s'est passé. Et à travers de M. Prelochek, ils m'ont envoyé des informations, ce qui se prépare contre moi. Alors, je savais à l'avance ce que mon chef et quelques collègues diraient pour l'inspection et pour la psychologue, ce qui m'a aidé à supporter tout ça. Mais c'était un stress énorme parce que la stratégie, c'était de dire que moi, je ne suis pas normale, je suis folle, je suis malade psychiquement et tout ce que je dis à propos des visas, c'est pas vrai, c'est mensonge. Et ça, c'est une chose horrible. Même le médecin du département de la sécurité en qui nous avons fait notre annonce nous a envoyé un message. On a utilisé le téléphone de M. Prelochek. Il a écrit faites attention, on utilise les méthodes KGB. Donc, après, j'ai compris qu'est-ce qu'il a voulu dire. C'est ça, n'est-ce pas? Qu'on C'est classique. fabrique quelque chose contre la personne. Mhm. Et ce sont des méthodes qu'on ne devrait pas utiliser en Union européenne, je pense. Donc, quels ont été les défis auxquels tu as été confronté en enquêtant ou en suivant cette affaire? Tu as Bon, ressenti, disons, des menaces ou des pressions de la oui, part oui, oui, de certaines oui, parties, oui. de la partie tchèque, tu viens de me le commenter, et de la part des Marocains?
Oui. Alors d'abord, après cette inspection et la visite de la psychologue, j'étais envoyée pratiquement tout de suite à Prague et je n'ai jamais reçu un travail. J'étais mis dans le statut comme temporaire, hors de service, etc. Ça, c'était 4 fois. Chaque fois, je me suis défendue. Ça, c'était un process légal qu'on doit faire. On doit écrire contre ces décisions au ministère de l'Intérieur. Quelquefois, j'ai gagné, quelquefois, j'ai perdu. J'étais obligée d'aller au tribunal. Maintenant, j'ai 8 cas au tribunal. C'est vraiment terrible et très stressant. Donc, j'ai perdu ce qui était très important pour moi, c'était mon travail, parce que j'ai travaillé toute ma vie avec mon cœur pour mon pays, pour les citoyens tchèques. Vraiment, Normalement, avec Jana, l'amour. normalement, tu devrais être ambassadrice maintenant. Oui, parce que mon ambassadeur, avant que ce visa commence, il a écrit une évaluation de mon travail et il a écrit là-bas que je devrais déjà être l'ambassadrice dans ma prochaine poste. Et il a recommandé l'augmentation de mon salaire parce que le système tchèque est comme ça, votre chef décide une partie de votre salaire. Alors, même on a augmenté mon salaire. Mais malheureusement, après le visa commencé, ça a détruit ma vie. Mais normalement, ça devrait être au contraire, n'est-ce pas, le consul qui protège la frontière, qui fait le travail d'après la loi, devrait être apprécié, pas détruit, n'est-ce pas? C'est malheureux, Jana. Oui. Euh, Et, à partir de ça que j'ai perdu le travail, il y a toujours des menaces de ma vie. Ce que je trouve aussi horrible, c'est quelquefois par téléphone, quelquefois ce sont des collègues de ministère qui me disent de faire attention, que je suis heureuse que je suis encore vivante parce que j'ai touché le business de quelqu'un très haut et j'aurais dû donner le visa même si c'était au contraire avec les régulations Schengen. Avec ça, moi, je ne suis pas d'accord parce que je crois qu'il faut travailler légalement. Mais même en février cette année, j'ai reçu une menace comme ça. Ça, c'était des Marocains. Alors, ça vient de les deux côtés. Et c'est aussi très stressant. Vraiment. Ça, je n'avais jamais Jana, entendu quelque chose comme ça. excuse-moi, s'il y a des menaces de la part de Marocains, ça veut dire qu'il y a, disons, une partie ou un groupe appartenant au gouvernement marocain qui est impliqué dans cette affaire. Ça pourrait être, oui, parce que on ne sait pas qui est derrière ces activités. Et surtout, il y avait, je pense, surtout des groupes qui étaient actifs avec les visas. La police devrait faire l'investigation, n'est-ce pas? Ni moi, ni M. Perlochek, nous ne sommes pas des policiers ou des agents, nous sommes juste des gens normaux. On a travaillé avec la diplomatie, mais pas dans le domaine policier. Mais les premières menaces sont venues en 2020 et ça, c'était 2 personnes qui avaient contact avec le palais royal. Et la première menace était contre M. Damian Prelochek. Ils m'ont appelé, ils ont dit qu'ils mentent et qu'ils ne devraient pas parler. Pendant ce temps-là, M. Prelochek ne disait rien du tout. Moi, j'ai cru que le ministère va faire une investigation encore après mon arrivée à Prague. Ça, c'était promis. On m'a dit que je suis envoyée à Prague pour continuer l'investigation et mon annonce de whistleblower. Donc, je pense que ça, c'était préventif. Quelqu'un avait peur que M. Prelochek pourrait parler de tout ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu au Maroc. Et ils ont dit qu'ils peuvent fabriquer des choses contre nous. Et ça, c'était la première menace. Que moi, je pensais encore que c'est oh, il parle. Mais après, il y avait d'autres, n'est-ce pas? Donc, c'est. Oui, c'est terrible, vraiment. Oui. Donc, Jana, selon ce que j'ai compris, ta découverte n'a conduit à aucune action concrète au Maroc, ni démantèlement de ce groupe de trafic d'êtres humains, ni l'arrestation Non, d'individus, parce ni que rien. pratiquement, il n'y avait pas d'investigation.
n'est-ce pas? Juste moi, je n'ai pas donné le visa, alors j'ai arrêté ça. Parce que comme je n'ai pas donné le visa, les gens ne pouvaient plus aller, ça c'était surtout vers la France. Euh, nous avons parlé aussi avec la police marocaine, avec M. Prelochek, et ils avaient dit qu'ils sont au courant, mais c'est très difficile de faire quelque chose à cause du statut diplomatique de l'ambassade, etc. Pratiquement tout le monde m'a laissé tomber. Personne n'a voulu prendre une action. Et c'est la même chose ici en Tchéquie. Monsieur Prelochek, il était très actif en lutte pour la vérité, pour la justice, pour un travail correct dans le domaine des visas et de la protection de la frontière externe de Schengen. Il a écrit au Premier ministre Fiala, qui a répondu qu'il n'est pas compétent. Il a écrit à notre ministre de l'Intérieur, Rakushan, qui a répondu qu'il ne va pas s'engager personnellement dans cette affaire. Le ministre des Affaires étrangères, M. Lipavsky, il n'a pas répondu ni à ma lettre, ni à ma demande d'une réunion. Alors, on ne trouve personne qui veut faire quelque chose, qui s'intéresse à parler. Après mon arrivée à Prague, personne n'a parlé avec moi. J'ai demandé des réunions, par exemple, avec le secrétaire d'État, avec la directrice du département personnel. Ils m'ont donné une date, une réunion, et le jour même, ils l'ont annulée. Quand j'étais déjà au chemin pour le ministère, Monsieur Prelochek a écrit. Ils ont dû Oui. recevoir un coup de fil pour annuler la rencontre. Oui, probablement tous parlent entre, je ne sais pas, mais je ne comprends pas comment quelque chose comme ça peut arriver. Monsieur Prelochek a écrit aussi à quelques membres de notre Sénat, du Parlement, c'est la même chose. Juste un sénateur, il m'a reçu, il m'a promis qu'il essaierait d'écrire au ministre des Affaires étrangères, mais pas à propos des visas, pour ma vie, pour mon travail. Mais au moins, quelqu'un était un peu intéressé. Pourtant, il y a des comités de sécurité européenne, etc. Tout le monde parle contre l'immigration illégale. Mais quand il faut faire quelque chose de concret, je suis seule. Il y a très peu de monde qui m'aide. C'est justement la question que je voulais te poser. Que penses-tu des efforts européens pour lutter contre ce trafic d'êtres humains? Sont-ils efficaces? Oui. Bon, moi, à mon avis, je pense que le visa Schengen, c'est un visa supranational. C'était créé pour faciliter le mouvement des personnes presque dans toute l'Europe, n'est-ce pas? Nous avons même membres de Schengen qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais plus ou moins c'est comme l'Union européenne. Alors, il n'y a pas de frontières dedans, les frontières internes étaient annulées, c'est pour ça qu'il faut encore plus protéger la frontière externe. Et je pense que Bruxelles devrait s'intéresser sur ce sujet. Monsieur Prelochek a écrit à Monsieur Dimitri Jotakos, qui est directeur général pour les affaires de migration, visa, etc. Et il lui a répondu que ça, c'est l'affaire d'États membres. Alors, s'il y a des problèmes, comme par exemple un réseau qui essaye d'obtenir les visas illégaux à l'ambassade, ce sont les autorités d'États membres qui doivent faire l'investigation. Alors, la question était, et si l'État ne fait pas l'investigation, s'il n'y a pas comment arriver à résoudre ça, il a répondu qu'il coupe la communication. Il a envoyé un message comme ça à M. Prelochek. Alors, nous, on était très déçus parce qu'on pense, si on crée une chose, un élément supranational, il faut avoir aussi un chemin comment contrôler cet élément en cas si ça ne marche pas dans un État membre. Il faut aider aussi. Exactement. Il devrait m'aider un peu, je pense. C'est pas moi, c'est le principe. Parce que si moi je suis détruite, je n'ai pas de travail et je suis tombée malade à cause de ce stress. Mes parents, ils souffrent beaucoup. Ils sont 82, 89, ils sont âgés, ils ont besoin de la paix, ils sont très nerveux pour tout ça. On souffre tous, aussi mes amis, mes collègues, tous qui sont les témoins aussi, ils ont une vie très difficile. Alors, si nous, on nous laisse tomber,
qu'est-ce qu'ils feront les autres consuls? Dans un cas comme ça, ils vont dire non, 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 je ne veux pas perdre le travail comme il y en a, alors je donne le visa. Je m'en fous de tout, de la loi, de la sécurité, si c'est un terroriste ou quelqu'un qui va travailler comme l'esclave. Important, c'est ma vie, mon salaire, j'ai mes enfants, je vais être une vie tranquille. Alors, c'est une inspiration pour la corruption. Mais l'Union européenne, elle dit que la priorité, c'est la lutte contre la corruption, parce que ça, c'est l'intérêt public, l'intérêt de la Tchéquie, l'intérêt de toute l'Europe. Alors, il faut agir, il faut faire quelque chose. Ils font les lois, oui, la directive qu'il faut protéger les whistleblowers. Mais où est la protection? On a fait tout contre moi, ce qui est dit dans la directive de l'Union européenne 2019. J'ai perdu le travail, j'étais transférée, on m'a tout de suite mis le salaire plus bas, maintenant je n'ai rien du tout. On a écrit beaucoup de mensonges sur moi, même sur mes parents qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Ces mensonges étaient envoyés aux autres institutions, au Parlement, etc. Alors, mon nom était détruit. Où sont les droits humains, n'est-ce pas? Il n'y a pas. Et il y avait aussi un processus contre moi au ministère à cause d'un article, un reportage qui était fait par M. Prelošek, pas par moi. C'est lui qui a lutté beaucoup. Il a cru que les médias tchèques peuvent aider, mais la plupart ne s'intéressent pas ou ils ont peur, même ils ont écrit à lui que le chef a interdit d'écrire sur mon cas. Alors, tout ce qui est interdit par la directive et la loi tchèque qui existe déjà depuis 2023, c'était utilisé contre moi. Mais où je trouve l'aide, je ne sais pas. Il n'y a pas l'aide. Ce que tu as dénoncé, Jana, est très, 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 très grave. C'est une faille de sécurité énorme de l'Union européenne. Et pourtant, ce qui me surprend, c'est l'indifférence de votre ministère des Affaires étrangères et de votre gouvernement en général. Oui. Ils n'ont pris aucune mesure. Oui. Alors que c'est une faille de sécurité pour l'Europe. Cette Oui. porte Tu ne ouverte. peux pas t'imaginer, depuis ces 6 ans, moi j'ai plus que 30 sacs de papiers, de documents de ma lutte. J'ai une petite chambre où j'habite, elle est pleine de papiers. Pour aller dormir, j'ai des colonnes de papier, je dois sauter sur les colonnes pour entrer dans mon lit. Quand je voyage, par exemple, pour la station balnéaire pour récupérer ma santé, je dois mettre les papiers sur mon lit pour que maman puisse passer pour donner de l'eau aux fleurs. Je dors avec ces papiers parce que je n'ai pas de place où laisser tout ça. Encore quelques sacs sont dans la chambre des parents. C'est pas humain tout ça. C'est horrible. Ouais. Ça demande Je beaucoup ne mérite pas tout ça, vraiment. Vraiment, non. Mais je suis sûr J'ai juste voulu travailler, comme dit la loi, et pour bien des gens, pour que les mauvais n'entrent pas en Europe. Parce que je comprends peut-être, c'est pas leur faute, ils sont nés dans une région pauvre, mais il faut que le Maroc développe l'éducation, la santé, qu'il travaille avec les jeunes. L'Union européenne aussi fait des projets, envoie l'argent. Il faut travailler là-bas, dans les États qui sont les sources d'immigration illégale. Malheureusement, on peut pas. Oui. Malheureusement, le Maroc utilise cette immigration clandestine comme arme de pression contre l'Europe. Oui, j'ai compris aussi que quelques gens qui arrivent comme ça en Europe, ils suivent après les communautés marocaines. Parce que une fois, j'avais besoin des informations sur un autre monsieur qui a aussi utilisé mal le visa, mais ça, c'était une petite affaire. Et j'ai demandé mes contacts parmi les autorités marocaines et ils m'ont dit, attends, on va appeler notre personne à Prague. Il connaît tout, il suit tous les Marocains qui sont là-bas. Ouais. Jana, quelle leçon as-tu tiré de cette expérience que tu aimerais, disons, partager avec tes collègues diplomates? Bon, ce que je souhaite, c'est que je voudrais que tout soit mieux en Europe, en République tchèque, que la lutte contre la corruption soit vraiment sincère, pas seulement dans les papiers,
et dans la loi. Ça doit être ici, dans la tête, et ici, au cœur. Et pourquoi? Parce que la corruption, elle envoie l'argent autre part. On pourrait l'utiliser pour de bonnes choses. La même chose, c'est notre sécurité, une bonne vie en Europe, une bonne coopération avec les autres États membres, pas de cette façon qu'on fait business avec des choses illégales. Mais il faut que chaque personne soit active. Il ne faut pas être passif et penser, ah, moi, ça ne me concerne pas, je ne peux pas aider ou je cherche juste mon propre intérêt. C'est très difficile. Il y a des moments quand je suis désolée que je n'ai pas donné le visa parce que j'aurais mon travail encore. J'aurais dû travailler au Maroc 4 ans, pas seulement 1 an. Mais je pense qu'il faut être honnête et il faut vivre comme ça, qu'on peut regarder le miroir sans avoir honte. Exactement. Jana, ma dernière question. Si disons, tu te retrouves dans la même situation aujourd'hui, tu agirais de la même façon ou différemment? Bon, comme je dis que c'est difficile, il y a des moments un peu quand je suis un peu bas et je regrette que j'étais honnête parce que je souffre beaucoup, vraiment beaucoup. Et pas seulement moi, les autres, surtout pour mes parents. Je suis très désolée parce qu'ils me voient écrire tout le temps les documents et ils voient que je suis malade et fatiguée. Mais je ne pourrais pas vivre en pensant que je fais de mauvaises choses et que je les fais exprès. Euh, il y a des gens qui pensent, oh, OK, ils ne vont pas aller en Tchéquie, alors ce n'est pas un problème, ils vont aller en France, ils peuvent faire là-bas ce qu'ils veulent, ça ne touche pas. Mais je ne suis pas d'accord avec ça, parce que nous sommes une Europe, nous ne sommes pas plusieurs, et il y a juste une frontière dehors, et il n'y a pas de frontière dedans. Donc, les Français, les Allemands, les Italiens, ça, ce sont nos frères, ça, ce sont nos sœurs. Et leur sécurité, c'est notre sécurité. Ce qui manque, c'est encore de mettre l'idée de vraie Europe, l'Union européenne, mais une vraie sincère, dans les pensées et le cœur des gens. Je vois que ça n'existe pas souvent. C'est juste parler, parler, mais après, l'activité, elle est juste mon intérêt personnel. Ça, c'est pas bon. Il faut penser aux sécurités de tout le continent. Donc, une autre fois, je ferai la même chose, oui, même si je dois payer beaucoup pour ça. Et j'aimerais bien que les autres fassent aussi comme ça. C'est pour ça que je lutte pour le travail. C'est pas juste le travail pour moi. Je lutte pour un travail consulaire, travail de visa correct, pour que ça soit une vraie coopération en Europe, pour que ça soit correct aussi avec les autres pays, comme par exemple le Maroc. Je crois que la police devrait être active. Même si ça concerne une ambassade, il faut lutter contre les réseaux qui profitent du malheur des pauvres, des gens qui n'ont pas une vie bonne et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour aller en Europe. Alors, ces réseaux sont en danger pour tous, pour le Maroc et pour l'Europe aussi. Exactement, exactement. Alors, Jana, je te remercie pour accepter mon invitation. Je te souhaite tout le succès du monde. Je suis sûr et certain que dans un proche futur, ta cause va triompher, j'en suis sûr et certain, parce que, comme on dit en arabe, la vérité triomphe toujours. Je suis sûr et certain que dans un futur proche, pas très lointain, tu vas avoir gain de cause. Merci beaucoup pour être avec nous. Oui, on dit ça chez nous aussi, même le drapeau présidentiel, il dit ça, la vérité gagne. Mais pour le moment, il y a des moments, je suis sceptique. Mais j'espère que non, Inch'Allah. Parfois, ça prend du temps, Inch'Allah, Inch'Allah. Merci, Jana. Oui, merci beaucoup. Merci. On se reverra bientôt pour une autre interview. Oui. Merci beaucoup. Shukran. Shukran. Ma salama.